Aujourd'hui, on reçoit Joe Gustine, une artiste à plusieurs casquettes. Joe Gustine est humoriste, écrivaine. Le troisième nom, c'est un peu quoi? Scénariste, BD audiovisuel. Ouais. Et parolière. Et parolière. Bon. Joe Gustine a sur le marché 5 œuvres. 5 créations. Oui. Ouais. Bon, parmi lesquelles une pièce stand-up que j'aime bien. Je ne suis pas venue ici pour souffrir. Ok. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, c'est ou ici sur Terre, ici au Cameroun. Explique un peu. La pièce de stand-up s'appelle Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok. C'est une expression qui est un peu connue en Beng là-bas parce que c'est une femme qu'on a harcelée sur un plateau de télé là, dans son interview. Quelqu'un lui a posé une question qui la faisait souffrir. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok, elle enlève le micro, elle s'en va, tu vois. Donc, j'ai repris ça pour mon vécu en Beng là-bas, où je suis en train de partir parce que quand je suis en Beng, c'est pas pour souffrir. Voilà. Genre, ok, je comprends. Genre, bon, je me quitte parce que je ne suis pas venue là. Je suis pas venue, voilà. Donc, mieux que tu fasses ailleurs, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est pourquoi tu es entré d'aller au Canada ou bien? Ouais, c'est un peu ça, mais pas que. C'est déjà l'histoire de quitter ce que tu as connu et que tu n'as pas apprécié. Donc, qui ne te mérite pas, qui ne t'a pas traité à ta juste valeur. Donc, je sais pas. C'est pour tout, c'est pour le couple où tu es entré avec plein d'amour, tu t'en vas parce que voilà, tu vas venir ici pour souffrir, ok. C'est pour la vie du bureau, tu es entré en te disant qu'on va faire ceci, on va évoluer, tout ça là. Mais on ne traite pas ta juste valeur, tu te bats en disant la même chose. C'est pour la vie, même. C'est pour la vie en général, hein. Regarde, tu n'es pas venu sur terre pour souffrir. Donc il y a mieux ailleurs, voilà. tu peux te mettre bien ailleurs. Ouais. Si les choses ne marchent pas comme tu veux, exactement. Pourquoi exactement. rester souffrir? Ouais. Donc là, c'est comme la plupart de mes œuvres, hein, ça dénonce toujours les mêmes choses, les mêmes oppressions systémiques. Et là, c'est sur des... C'est pas totalement autobiographique. Le spectacle de stand-up, je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Mais ça montre à travers des vannes l'absurdité des violences systémiques. Donc, par exemple, il y a un sketch sur le hip-hop qui va dénoncer le racisme. On s'attend parce que je vais commencer par dénoncer le sexisme. Ouais, mais le hip-hop, c'est vachement sexiste, hein, c'est sexiste à mort. Ouais. Tout comme la médecine, la religion, l'enseignement, l'humour, la peinture sur bois française, la langue française même est sexiste. Bref, parce que les gens me demandent mais comment tu peux être féministe et aimer le hip-hop. Et en fait, ce qu'il y a derrière cette question, c'est le hip-hop c'est sexiste, mais on trouve ça sexiste parce qu'en fait, ce sont les Noirs qui sont sexistes en fait. Donc c'est l'approche raciste, la perception raciste qu'ont certains blancs du hip-hop que je viens de dénoncer en présentant d'abord leur premier discours que c'est sexiste en fait. Je dénonce par exemple le fait que ça fait un moment que je suis dans l'humour, mais je sais pas trop faire beaucoup de progrès en fait depuis que je fais de l'humour parce que quand tu es noir en France, tu as du mal à t'améliorer, c'est parce que tu as du mal à mettre le doigt sur tes axes d'amélioration. Donc quand quelqu'un te dit que tu pues, tu ne sais pas si tu pues vraiment ou si c'est parce que la personne est raciste. Voilà. Quand quelqu'un te demande tu veux une banane, tu ne sais pas si c'est parce que la personne a vu que tu avais faim, tu vois. Voilà. Parce que tu es noir. Voilà, exactement. Donc c'est difficile de corriger certaines choses parce que voilà, tu ne sais pas jamais comment prendre la critique. Quand quelqu'un te dit rentre dans ton pays, tu ne sais pas si c'est parce qu'il a vu qu'au Cameroun là maintenant c'est en train de... On a besoin de toi, là il y a une fenêtre d'opportunité, tu as ta chance là-bas dans ton domaine. Ou c'est parce que la personne ne veut pas que tu sois en France, quoi. Et donc ce spectacle réunit toutes ces luttes-là, tous ces croisements de luttes. Nous autres que les gens écoutent ça pour comprendre que c'est pas si rose à l'extérieur que ça, parce que ici, le rêve de tout le monde, gars, mon frère, dès que je suis en Beng, mon frère, je suis sûr que ça va tuer la bagarre, le roi là-bas qui est le roi ici. Sauf qu'il y a un autre roi qui est différent du roi
qu'on a ici. Le noir qui est là-bas, dans la souffrance, c'est plus moral que physique. Elle est physique, on te tue, père. C'est pas physique comment? On te tue. Juste parce que tu es noir en route. Ils vont souvent montrer ce que les gens quand tu es aux États-Unis, ils ne vont pas montrer les gens quand tu es en France et quand tu es en France. Parce que ici, on allume seulement la télé de France. Donc. Ouais. Quand tu regardes les informations, c'est pas les informations, c'est comme si tu regardes les gilets jaunes. On dit même que je regarde le JT de France, on dit je regarde les gilets jaunes. On va souvent te montrer la violence raciste qu'il y a aux États-Unis. On ne va pas te montrer celle qu'il y a en France. Bon, regarde, on te tue. On les tue. Hier encore, on a tué deux jeunes à Bordeaux. Oui, l'histoire aussi avec le rappeur MHD, voilà. Qu'on a tué. Ouais. Non, non, franchement, la police tue les... Je sais pas, c'est... Oh, bref, je te dis que là, depuis hier soir, mon deuxième livre est disponible en prévente. Ah si, il faut souffrir pour être française. Et c'est vraiment écho au spectacle de stand-up. Et te montre vraiment le vécu des Françaises ou des femmes non blanches en France. Donc, qu'elles soient françaises ou pas. Donc, le vécu des citoyens, des personnes qui participent à la vie citoyenne en France et qui ne sont pas blanches, qui ont fait l'erreur d'être à la fois des femmes et de ne pas être blanches. Si par-dessus, tu rajoutes le rapport de classe, donc qui ont fait l'erreur de ne pas être riches. Si tu rajoutes le rapport comment j'appelle ça, identité de genre, identité sexuelle, tu rajoutes ça, elles sont foutues quoi. Et tu vois comment la France les traite. On va te dire que oui, mais non, en fait, si tu vas bien à l'école, on va te donner tel poste. Là, si tu vas bien à l'école, on va penser que tu as volé ton diplôme là. On va te demander de te déplacer à tous tes entretiens d'embauche avec l'original de ton diplôme. On va commencer à peser ça là comme un faux billet là. Regardez ça sous la lumière en plein entretien. Et tu vas penser qu'on fait ça à tout le monde, que ton ami blanc là, il fait la même chose. Non, lui, il ne sait même pas où il a rangé son diplôme. Donc, il fait ses entretiens d'embauche comme ça, il ne sait même pas où c'est ça. En fait, l'avantage qu'il a, c'est que... voilà. Il va dire que j'ai fait telle école, telle école, telle école. Il va dire, ah, super. Toi, tu vas dire que tu as fait telle école seulement. Il va falloir vérifier ça. Il va falloir prouver. Ils vont appeler ton école. Il va dire, est-ce que la fille qui est dans a fait votre école? Ils vont vérifier. Et tu vas voir, le truc, c'est que ta famille derrière, qui a tellement intériorisé cette négrophobie là, elle va te dire oui, non, mais c'est parce que les noirs ont trop dérangé. Genre, on a qu'à trop déranger. Les statistiques montrent que, pas en France bien sûr, parce que les Français n'aiment pas trop compter ce qui est noir. Ils ne voient pas les couleurs, tu vois, non. Ils ne font pas de statistiques ethniques. Aux États-Unis, les statistiques montrent que ce sont les immigrés d'Afrique là qui sont plus diplômés que la moyenne des Américains, des États-Unis. En France, on a bien montré que les migrants, qu'est-ce qu'ils noient là-bas dans la Méditerranée, sont plus diplômés que la moyenne des Européens. Donc, comme ils ne parlent pas les langues européennes, là, on se dit que ce sont des tocards à toi. Mais ils sont plus diplômés, ceux qu'on chasse là. Donc, en quoi est-ce qu'on me dit que le noir a trop dérangé? C'est pour ça qu'il faut qu'on surveille trop ses diplômes. Le noir est connu pour bosser, donc il est connu pour faire plusieurs boulots, mais pas dans son, on appelle ça, ouais, mais dans l'imaginaire collectif blanc. Il y a les humoristes maghrébiens, il y a Omar Sy, Jamel, il y a en fait les humoristes étrangers. Français, non blanc. Oui, qui ont longtemps fait des vannes dessus. Genre, il appelle comment vous appelez ça, Pôle emploi. Ouais, je suis Moustapha Bakary, machin, et tout, pour tel poste et tout. Direct là, c'est mort quoi. Tu vois, maintenant là, si je t'appelle Jean-François Philippe, tu vois. Voilà. Oui, voilà. Appelle-toi alors même pour trouver un local. Appelle-toi alors Jean-François Philippe. Et tu te pointes à l'entretien. J'ai une amie comme ça, je ne sais pas son nom. Elle vient des Andes, elle vient d'Haïti. Elle se reconnaît, on a fait la même école de commerce. Elle, quand elle va en entretien et qu'on découvre qu'elle est noire, malgré son nom et son prénom, qui n'ont pas une consonance, Boubacar, Ngor, Yebga, des trucs comme ça. On va lui demander, mais pourquoi vous nous avez caché? Genre, pourquoi vous n'avez pas avoué que vous étiez noir? Genre c'est un crime. Là, il faut écrire dans la lettre de motivation que, excusez-moi, mon pseudonyme peut prêter à confusion, mais je tiens à vous faire remarquer qu'en fait, je suis noire. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez m'inviter à l'entretien? Ou bien, entre guillemets, je suis noire. Donc, pour faire la précision, quoi. Ok.
Non, non, donc, même le nom là, donc il faudra... C'est juste une sorte de temps que je n'ai pas. Et j'ai seulement remarqué que malheureusement, dans toutes les baptocraties, là, baptocraties, les pays dirigés par des Blancs, et colonient les pays où ils y sont encore. Mais dans toutes les baptocraties, ben, j'aurais toujours à me justifier, à m'excuser d'être noir. Et dans le monde entier, y compris le Cameroun, j'aurais toujours à m'excuser d'être femme. Donc, je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc, vous dérangez tous. Donc, après, quoi, après, tu crées ton petit monde dans ta bulle. Et puis, voilà, basta, quoi. Voilà. On gère pas le reste. On va s'enfermer dans sa bulle. Les autres, ils ont le droit d'avoir le monde à eux, tu vois, non? Ils ont le droit de tout découvrir, de marcher la nuit. Moi, je dois rester dans ma bulle, avoir le couvre-feu, les autres. Non. Calme. Nice. Et ce livre-là, mon premier bébé, il est né. 9 histoires lumineuses, où le bien et le mal. Ça devient quoi? Mon premier bébé, non. Ouais. C'est lui qui m'a ouvert la porte à plein de cœurs, plein de... C'est le tout premier, ouais. Ouais. Enfin, c'est le premier que j'ai montré. Hein. Parce que j'écrivais depuis le Cameroun. Heureusement que je n'ai pas montré les autres parce que... Non, mais c'est bien, tu n'as pas trop changé. Tu as resté toi-même, tu as gardé ton accent. Nanana. Moi, je vous dis qu'un, je voyageais quand j'habitais à Bonapriso, donc j'ai changé. Deux, quand j'habitais à Bonapriso, j'écrivais que des histoires qui se passaient en beigne. Il n'y avait que des blancs dans mes histoires. S'il y avait un noir, il était peut-être métis. Et s'il y avait une vraie noire, c'était la voleuse. Tu vois, voilà, donc mon cerveau était colonisé, donc j'ai changé. Heureusement que je ne montais pas les histoires là. Parce que tu t'es mis parce que tu allais de l'autre côté. Tu vois les choses différemment ou bien? Là où tu penses que je parle, là, c'est pour ouvrir les yeux de qui? Des gens qui sont ici seulement. Des gens de partout, là. De partout. C'est pas une question de... C'est mon cerveau qui s'est mis de l'autre côté. Fait qui a un peu bugué, là. Qui a commencé à réfléchir sur pourquoi est-ce que je perçois les choses comme ça, etc. Moi, j'ai lu le livre. L'histoire qui m'a marqué dans ce livre, c'est... la petite qu'on va chercher, comme quoi elle vient trouver le travail en ville. Après, elle se retrouve en train de faire une sorte de prostitution, genre on la prend pour aller voir les blancs. Elle est mal habillée, mais elle ne gère pas et tout. Elle est de vieilles chaussures et tout. Ouais, c'est. La toute première histoire, Marie-Lise ou l'initiative. Ouais. Ouais, Marie-Lise, c'est la petite fille qui a grandi dans mon village. C'est un personnage fictif, mais une vie réelle. Hein. Donc, je suis rentrée un jour au Cameroun, je voulais écrire des nouvelles pendant mon séjour et j'ai demandé à quelqu'un, raconte-moi, je demandais à plein de gens de me raconter de me raconter leur vie quoi. Et les gens partaient du principe que ma vie n'est pas intéressante. Et quand ils se mettent à parler, tu te rends compte que, merde, la personne s'est vécu ça. Donc comme quand quelqu'un veut ici te raconter, il faut absolument que je fasse des sketchs sur la culture du viol ici au Cameroun. Tout pas fait, mais vraiment quand quelqu'un te raconte comment elle a cassé son téléphone, elle va te dire que ma journée, ça a trop mal commencé. D'abord, j'ai raté le taxi, mon taxi a fait l'accident. Après, on m'a même violé dans le coin. Donc, le viol là, sera la virgule. Oui. Voilà, ce sera en opposition dans sa face. La vraie histoire, c'est qu'elle a cassé son téléphone. Elle glisse dessus. Voilà. Et donc, cette histoire-là, c'est... La personne qui me racontait ça ne pensait pas que c'est quand même un événement majeur de sa vie. Raconte-moi son histoire. En fait, l'histoire qu'elle voulait vraiment raconter, c'était comment ton père te tape quand c'est toi, quand c'est quelqu'un d'autre qui t'a violé en fait. C'est toi qu'on tape. Un peu. Donc comment la violence qui vient de la personne qui est censée te protéger. Et quand tu vois cette violence-là, tu ne sais même pas jusqu'où elle peut aller. Parce que là où tu vois qu'il te tape déjà là, avec ses amis pendant que, alors que tu as encore le sang qui coule sur toi, tu es en train de fuir ton violeur là-bas. Est-ce qu'il va pas aussi te violer derrière? Bref. Non, c'est un livre très léger, très gai. En plus, les gens vont rire. En plus, je conseille aux gens de le lire parce que moi, ça m'a permis de sortir de mon univers un peu stressant de temps à autre. Je rigolais seul quand je lisais, voilà. Mais ça ouvre quand même pas mal de regards. Et ça se passe dans les années 70. Parce que la femme, début des années 80, la femme a un certain âge maintenant. Et cette femme-là, mon père me disait quand il était petit, il a grandi au village, à Babimbi là-bas, il me disait que lui, quand il était petit, ses rêves, quand il serait grand, c'était de devenir soit chauffeur, soit pasteur. Donc je le redis là-dedans parce que les chauffeurs, les voitures étaient tellement rares.
à l'époque. Voilà. C'est la première toujours. Les voitures étaient tellement rares que quand la voiture entrait dans le village, tous les enfants couraient derrière. Donc papa voulait un jour que tout le village court derrière. Et puis beaucoup de personnes ont vécu ça dans les villages. Voilà. Quand le pasteur arrivait. Et le pasteur, voilà, le pasteur, alors je sais pas si c'est le prêtre ou le pasteur dans l'histoire. Et on m'avait dit que ben oui, si c'est un prêtre, je crois que c'est un blanc ou un noir, et si c'est un pasteur, c'est l'autre. Je n'ai pas retenu, mais c'était, j'ai pas précisé quelle était la race, l'assignation raciale de l'homme d'église. Mais cette personne est très respectée, on lui apporte plein de nourriture, c'est pour ça que mon père rêvait de faire ça comme boulot après. Et donc j'ai remis les souvenirs d'enfance du village de mon père avec les souvenirs de cette autre personne-là et j'ai créé une fiction. Comment la fille là, elle prend l'initiative, le titre Marie-Lise ou l'initiative, elle prend l'initiative de sortir de sa vie du village là où elle est quand même maltraitée par sa belle-mère. Ce qui était aussi le cas de la personne qui me racontait. Elle saisit l'occasion, il y a une voiture qui est là, qui vient de la ville, on va partir avec. Et on lui dit, il y a un certain prix à payer. On ne lui dit pas lequel en fait, on lui dit qu'il faut juste qu'elle aille parler au pasteur. On va spoiler toute l'histoire, mais il faut quand même lire, vraiment. Après, il faut quand même lire. Les gars, on ne va pas donner tous les détails. Donc, allez, buy le livre. Et en plus, on peut trouver le livre où? On peut le commander même, Présence africaine livre dans le monde entier. Mais on peut le commander sur le site de Présence africaine. Le livre a sa propre page Facebook, facebook.com/9histoires lumineuses, 9 en chiffres. Et la bannière de la page Facebook là dit tout. Donc si tu habites en France, voici comment tu trouves le livre. Si tu habites dans le monde, voici comment tu trouves le livre. Dans le doute, tu trouves le livre sur présenceafricaine.com. Tu le commandes là-bas, ils te livrent ça. En fait, tu peux même te rapprocher de n'importe quelle librairie. Les librairies s'entendent entre elles. Elles vont contacter la librairie Présence africaine, elles vont envoyer. Voilà. Okay. Mais si à Douala, il reste encore un petit stock là. Donc, mais toi, il y a un petit stock. Un bindi stock. Je vais t'aider à écouter ça et tout. Mais toi, tu me négliges. Il n'y a pas de souci. Et le nouveau livre? Le nouveau livre s'appelle Assez il faut s'offrir pour être française. C'est le lard là. C'est une sorte de. C'est même pas une sorte de. C'est un règlement de compte entre une Camerounaise arrivée en France à 15 ans. Et qui, voilà, 14 ans et demi, tu t'es dit que là, c'est même quoi. Le pays, c'est même quoi. C'est un roman dans le roman, donc c'est vraiment une Camerounaise, c'est vraiment une mise en abîme de moi qui suis en train d'écrire ce roman. J'ai écrit ce roman en 2016 en fait, donc à l'époque ça faisait 15 ans, ça fait 17 ans même en juillet. Laisse-moi, je souffre tout. Depuis qu'on est parti, j'étais censée passer 3 ans là-bas, après le bac, je bouge, tu vois, non. Ouais. Bref. Je pars cette année. Donc, comme tu dis, je suis un gars qui est très chanceux. Exclusivité mondiale. Si, tu es vraiment le premier à entendre. C'est le way de GNG, voilà. C'est G, Okam. Je n'ai même pas parlé, je n'ai pas teasé ça. J'ai fait la surprise à mes fans. Là, je sais pas, en fait, normalement, comme la couverture est sortie hier soir, normalement, Présence africaine va dévoiler la couverture sur son site aujourd'hui, sur sa page Facebook. Les gens disent que, what? Donc depuis là, son livre devait commenter, elle ne nous dit même pas, elle nous bavarde depuis là qu'elle a l'angine, elle ne dit même pas qu'elle est en train de préparer le livre. Donc je n'ai rien dit, mais parce que je vous aime. Et c'est vraiment parce que, je sais pas, on aime bien les surprises dans ma famille, les bonnes surprises quoi. Donc je tenais à le faire. Et sur la couverture, je sais pas, ça vous fera sourire. J'ai mis un poème à la fin du livre parce que vraiment, je sais pas. Tu as tes fans, non? Les fans, c'est les gens qui te font, c'est les gens qui croient en toi. Et tu ne peux pas les oublier là. Donc voilà. Moi, je suis un gars qui n'est pas. Franchement, non, moi, je t'aurais proposé quelque chose depuis. Tu prends le thé? Regarde. Dis-moi le thé, la gorge là. Il faut que plus à la fin de l'interview, tu fais. Non. Ça va juste chauffer un peu. Il faut mettre même le miel dedans, hein, que ça glisse. Est-ce qu'on peut avoir un thé là, s'il vous plaît? On peut avoir un thé là, s'il vous plaît? Deux tasses de thé. Bon, en attendant. Sans sucre. Ouais, le mien aussi, c'est sans sucre. Bon, en attendant le thé,
quel livre? C'est vrai que tu écris les livres. C'est vrai que... Mais quel est le livre que tu lis à part tes livres? Je lis des Actuellement. essais. Actuellement. Là, je lis l'anatomie du scénario de John Truby. Je lis ça depuis 2015. Hein. C'est un gros livre pour apprendre à bien écrire, à écrire des intrigues vraiment captivantes et ne pas tomber dans certains pièges faciles. Et quand tu es écrivain, là, tu dis que tu essaies d'embrouiller le lecteur, là, tu dis que... Voilà. Tu mets quelques petits pièges. Ouais. Donc, et là, mon troisième projet, là, que je compte vraiment écrire en anglais, je suis désolée, hein, mais voilà. Si je veux vivre de mon art, là, maintenant, il faut que j'écrive en anglais. C'est important. Ouais. Donc, après, il faut penser au business. Ouais. Sinon, on va traduire en français après, mais là, d'abord, je vais écrire en anglais. J'ai commencé à l'écrire en français. Elle s'appelle Hydrocarbures, sur le quartier qu'on connaît. Ouais. Du sang, du sexe, des francs CFA. Ouais. Ce sera une saga et c'est tellement complexe qu'il faut que je bûche tout le temps sur... Là, on fait comment là maintenant? J'ai 19 personnages parce que je dois faire 19 arches narratives. Est-ce que je dois diviser en 3 tomes et je me concentre sur les 19 à chaque fois et faire des intrigues courtes? Est-ce que je dois me concentrer sur 3 personnages principaux d'abord, on en dévoile d'autres au fur et à mesure? Enfin, donc tout ça là, je l'apprends encore. Et le réseau des symboles, comment respecter les symboles. Les symboles, moi j'adore ça parce que en fait c'est tout le truc que tu travailles derrière qu'on va décrypter plus tard dans les grandes universités, tu vois. Mais tu vas pas en parler, juste comme aujourd'hui là où je suis en train de te parler, je suis pas en train de te dire que je suis en train de respirer. Et pourtant je vais le faire toute la journée, je vais respirer, tu vois. Donc ce truc là tu vas le voir tout le temps sans le voir. Et il faut le placer au bon moment, il faut jamais le perdre de vue toi en tant qu'auteur ou autrice. Ouais, mais là il faut des professionnels pour savoir que voilà, ici elle a utilisé la technique ici elle a, tu vois. Voilà, mais sinon le lecteur, un gars comme moi qui lit au calme. Tu vas. Parce que le truc c'est que par exemple quand je vois le Roi Lion, tu vois non, ou même la plupart des œuvres de Disney Pixar là, tu vois comment ça a du succès auprès des enfants. Tu vois mais les enfants ont même compris quoi. Tu vois, enfin, moi j'ai vu le Roi Lion, c'est quand j'ai vu le Roi Lion que j'ai décidé que moi je vais faire carrière dans les histoires de cinéma d'animation. Donc pour moi c'était le truc, tu inventes tout. Écrivain, tu inventes seulement l'histoire. Tu inventes pas le visage, la voix, tout ça là. Voilà, le cinéma d'animation, tu inventes tout le reste, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Et voilà. Alors que le cinéma, même tout quoi avec, comment tu appelles même ça là, prise de vue réelle là. Tu fais un casting, c'est pas toi qui fais. C'est pas toi qui as accroché la personne qui va jouer. Justement. Voilà. Donc quand j'ai vu le Roi Lion, je me suis dit que non, que j'étais petite, j'ai vu le making of du Roi Lion, je me suis dit que ça là, je vais faire ça plus tard. Et là, tu grandis, tu regardes d'abord ça, tu as 5 ans. Je sais plus quand je vais. Ah, trop bien. Tu as 10 ans, tu dis que, hé, je n'avais pas vu ça. Tu as 15 ans, hé, je n'avais pas vu ça. Tu as 20 ans, tu n'arrêtes pas de découvrir des trucs. Et ces trucs-là ont été placés dès l'origine. Et tu vas faire... Pour moi, c'est ça le bon travail d'écriture. Ce que tu dis, c'est tellement réel et c'est très pertinent quand tu commences à embrasser un métier. Au départ, tu es, je vais te dire quoi, au départ, tu ne vois pas les choses. Merci. Wow. Trop bien, merci. En plus, c'est servi par GB. Rien. Non, franchement, regarde-moi même les œuvres d'Adi. Là, ça ressemble à ma page Instagram. Là, sort des couleurs. Le blanc, le marron, le foncé. Un truc de malade. Bon, c'est le là. Ouais. On est quand on regarde dans les yeux, sinon c'est 7 ans de mauvais sexe. Attends, c'est même quoi la signification de ce En tout cas, c'est les Français qui font ça. Tu n'as pas de réaction pendant 7 ans, c'est pas vrai. Regarde, tu es encore jeune, non? Non, c'est pas regarder dans les yeux. Tu es encore jeune. Moi, je t'ai regardé. Moi, I'm good. Hey, what? Naughty go, and make a jump.